C'est à mon tour de remercier la Société marocaine de cardiologie, sur sa tête, Madame la Présidente, professeure Aïcha Aouad, pour cet excellent travail. Je ne manquerai pas de remercier le comité d'organisation de la session congénitale pour le choix de ce beau sujet. Et je citerai spécialement mon ami professeur Rachida Lamri, Leila Haddour et mon ami Zoher Chefchaouni. Je remercie aussi nos éminents orateurs, professeur Damien Bonnet et docteur Magali Ladouceur, d'avoir accepté sans hésitation de partager avec nous leur expérience. Quand mon amie Rachida Amri m'a appelé pour partager avec l'assistance un cas clinique, j'ai dit j'ai rien à apporter après professeur Damien Bonnet, docteur Magali, ils vont tout dire. Mais après un certain moment, je me suis rappelé d'un lot de patients qu'on reçoit nous au Maroc. Ils sont pas rares et qui nous posent vraiment un problème de prise en charge. Ce sont les adultes qui arrivent, qui sont porteurs de ventricules, de cardiopathie complexe, comme le ventricule unique, et qui en soi n'ont été jamais opérés, ou bien ils ont bénéficié juste d'un glen et puis rien par la suite. Donc à travers ces cas, je vais illustrer le cas d'un jeune Yahya que j'ai vu récemment, que je viens de voir récemment. Donc il s'agit de Yahya, il est âgé de 23 ans, il est né en 1977, il est issu d'un mariage consanguin, consanguinité de premier degré. Il a une sœur cadette âgée de 18 ans qui est suivie aussi pour cardiopathie congénitale complexe, et il a bénéficié d'un fontan en 2016. Les parents, ils n'ont pas voulu faire un bilan génétique. Ils ont décidé par la suite de ne plus avoir de surprises et de ne plus avoir des enfants, mais il n'y a pas un bilan génétique ou une consultation génétique qui était faite dans ce sens. Donc, si l'on veut voir l'histoire de Yahya, Yahya a vu le jour en 1977 avec une détresse respiratoire, une saturation à 66%. Juste après, une écho-cœur a été faite qui a objectivé une L-transposition des gros vaisseaux, une atrésie pulmonaire, une communication interauriculaire et une CIV qui est large avec un petit canal artériel. Pour les jeunes qui sont avec nous, je rappelle la L-transposition des gros vaisseaux, c'est une double discordance, on l'appelle aussi. C'est quand l'oreillette gauche donne issue au ventricule droit et le ventricule droit donne issue à l'aorte et inversement de l'autre côté. Donc, notre Yahya avait une double discordance avec une atrésie pulmonaire, une petite communication interauriculaire, une CIV large et un canal artériel. Donc, un Blalock a été fait rapidement et qui a permis une amélioration de la saturation. Après le Blalock, une longue discussion, beaucoup de staff ont été faits dans ce sens, dont l'idée de proposer le nourrisson à une réparation biventriculaire. Mais après plusieurs staffs, plusieurs missions, la décision a été rejetée et on est passé malheureusement au projet d'une réparation univentriculaire. Malheureusement, l'enfant a trop tardé et il n'a consulté qu'en 2014. C'était la première fois que j'ai vu l'enfant. C'était dans le cadre d'une mission américaine où il a bénéficié donc d'un cathétérisme, et à partir donc de ce cathétérisme, il était proposé pour un glen, chose qui était faite dans un an après. Mais après, il y avait un silence radio, aucune nouveauté de la part du petit Yahya ni de sa famille. Jusqu'au jour où la maman, je ne sais pas par quel moyen il a eu mon téléphone, il m'a envoyé un audio pour m'expliquer ses souffrances. Yahya, il est devenu adulte maintenant, il se fait beaucoup de soucis. Pour lui, le fanton, c'est la fin de ses malheurs. Il se dit pourquoi sa sœur, elle a bénéficié du geste alors que lui, non. Pour lui, le fanton, ça va lui garantir une bonne qualité de vie. Donc, la maman, il m'a parlé dans ce sens. Il y avait un autre problème de couverture sociale parce qu'il avait au-delà de 17 ans et la couverture sociale ne couvre pas les enfants au-delà de cet âge. Ils doivent avoir un titre universitaire pour l'assurer. C'était le motif pour lequel il n'a pas bénéficié d'un fanton par la suite, selon la maman. Mais la maman, il progressait dans ses problèmes et moi, mon cerveau, il était focalisé sur un autre sujet. Est-ce qu'on est vraiment
dans cette logique? Est-ce que cette maman qui parle du fantôme comme étant une évolution naturelle des choses et que c'est juste un problème de temps et c'est juste un problème de moyens, mais dans ma tête, est-ce qu'on est vraiment dans les temps? Est-ce que on peut toujours opérer cet enfant? Donc, j'ai demandé à la maman de le voir avant de prendre la décision et effectivement, quand je l'ai vu, donc c'est un jeune homme maintenant, il n'était plus un enfant. Il, se présentait, donc pour une dyspnée d'effort stade 2 selon la maman, j'ai insisté. Il assure une activité, presque ordinaire, je ne vais pas dire ordinaire. Il peut partir à l'école avec une petite cadence, mais c'est un parcours quand même de 3 kilomètres. Il peut monter 2 étages, facilement, il n'a pas de palpitations. Sa saturation, elle reste quand même correcte à 85%, mais il a un petit poids avec une petite taille sans signe d'insuffisance cardiaque. Son électrocardiogramme aussi ne montrait pas de grand-chose en dehors d'une hypertrophie auriculaire droite et son bilan sanguin aussi ne montrait rien de méchant. Donc, sur le plan échocardiographique, je vais montrer juste quelques boucles parce que ce n'est pas l'objectif de la séance. D'autant plus que la seule fenêtre où j'ai pu avoir chez ce jeune homme, c'est au niveau du troisième espace intercostal, vraiment presque à côté du sternum. Donc, c'est à partir de cette fenêtre où j'ai pu avoir la coupe parasternale grand axe, petit axe et presque la 4 cavités. Donc, effectivement, sur cette coupe, on voit une grosse aorte qui est dilatée et qui s'abouche vers une cavité qu'on va voir par la suite. C'est un ventricule droit. Sur cette coupe-là, presque 4 cavités, on voit les 2 valves avec une CIV qui est très large et c'est-à-dire ce qui a poussé l'équipe qui suivait l'enfant avant à le proposer pour une réparation univentriculaire. Voilà, sur cette coupe petit axe, on voit la cavité qui est en position gauche, c'est une valve tricuspide, donc c'est un ventricule droit, et du côté droit, c'est la valve mitrale, donc c'est un ventricule gauche. À travers toujours cette coupe-là, petit axe, on a pu dégager, donc j'ai pu dégager l'artère pulmonaire, les branches de l'artère pulmonaire avec la veine cave inférieure qui s'abouchait sur la paix droite, mais il y avait beaucoup de turbulences avec un gradient qui arrivait jusqu'à 3 mètres. Donc, j'ai demandé un scanner dans ce sens. Dans la lecture initiale, on parle d'un thrombose de la veine cave supérieure qui n'arrive pas jusqu'à la jonction, mais j'attends toujours la lecture finale. Donc, au total, il s'agit d'un jeune homme de 23 ans qui a une cardiopathie congénitale complexe, type L-transposition des gros vaisseaux, avec une CIV large, qui a déjà bénéficié d'un Blalock et par la suite d'un Glen. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a toujours la possibilité de passer à la dérivation cavo-pulmonaire totale? En la faisant, est-ce qu'on ne l'expose pas à un risque qui est très élevé, avec un bénéfice qui n'est pas vraiment certain? Et en quel cas, est-ce que ça ne serait pas plus sage de le laisser tranquille et le laisser évoluer vers la transplantation cardiaque, tout en sachant que la transplantation cardiaque chez les ventricules uniques, elle est claquée au sol en matière de pronostic. Donc, c'est pas un cadeau. C'est le cas donc de l'enfant. Mais si l'on voit ce que dit la littérature, le fantôme, la plupart du temps, initialement plutôt, il était proposé entre l'âge de 4 ans et 15 ans. Après, il y a plusieurs études qui se sont acharnées pour préciser l'âge idéal pour réaliser le fantôme. On trouve dans certaines séries 18 mois à 6 ans, certaines d'autres 3 ans à 6 ans, d'autres 4 ans, d'autres 3 ans. De toute façon, quel que soit le chiffre au-delà de 15 ans ne figure pas dans les éventualités. La question qui se pose maintenant, pourquoi nos enfants arrivent-ils à un âge adulte? Pourquoi on les voit encore arriver à l'âge adulte sans qu'il y ait de traitement particulier proposé pour eux? Eh bien, il peut s'agir d'une bonne tolérance. Parfois, c'est un refus de chirurgie de la part de la famille ou de l'enfant. Parfois, il y a une contre-indication, il y a une pathologie associée qui contre-indique
donc la totalisation. Et puis, à un certain moment, il y avait des études qui proposaient les dérivations cavo-pulmonaires partielles associées à un Blalock, et on disait qu'ils vont améliorer la perfusion pulmonaire, ils vont assurer une perfusion optimale. Sauf que les études par la suite sont tombées à l'échec, mais le résultat, c'est qu'on est tombé, c'est qu'on a des adultes qui arrivent à cet âge-là sans traitement. Maintenant, pourquoi le pronostic il peut être sombre chez cet enfant? Parce que d'abord, il s'agit d'une population fragile. La plupart du temps, ils sont classe 3 à 4 de la classification de NYHA. Ces enfants, ils ont subi beaucoup de traitements interventionnels ou bien palliatifs. Ils présentent des complications liées à la cyanose qui a duré dans le temps qui est arrivé à l'âge adulte. Et puis, parfois, ils sont perdus de vue. Et donc, c'était une prise en charge qui était suboptimale. Sur le plan physiopathologique, l'enfant, quand il le vit avec ce cœur univentriculaire, il doit s'adapter, comme d'ailleurs l'enfant, mais ça dure dans le temps, il doit s'adapter à la fois au retour veineux systémique et pulmonaire. Ceci va exposer à une surcharge chronique de volume, laquelle va être responsable d'insuffisance ventriculaire précoce et l'apparition progressive, sinon l'aggravation d'une fuite sur les valves auriculo-ventriculaires. Tous ces éléments-là vont aboutir à une diminution de la capacité à l'exercice, l'évolution vers l'insuffisance cardiaque, en plus de l'hypertension artérielle et à la cyanose. De l'autre côté, on peut assister à une évolution progressive vers l'obstruction donc de l'aorte qui va exposer à une hypertrophie ventriculaire gauche, à une diminution du débit cardiaque. De l'autre côté, l'obstruction progressive qui peut se faire vers l'artère pulmonaire va être responsable de l'aggravation de la cyanose, ceci sans compter les complications du glen s'il s'en fait, comme les malformations artério-veineuses et les collatérales dont Dr Magali Ladouceur a détaillé en long et en large. Ceci, c'est sur le plan physiopathologique. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a comme études qui parlent de ce sujet sur le terrain? Les études les plus récentes, qui datent de 2018 ou bien 2019, c'est vrai, ils ont pris des échantillons de patients assez consistants, mais la majorité de leurs patients étaient en âge jeune, c'est-à-dire le lot des patients qui atteignaient l'âge adulte sont minorité. Mais ces deux études, par exemple, cette étude allemande qui a inclus 460 patients. Elle a montré clairement que la mortalité comparativement entre les enfants âgés de moins de 9 ans et les enfants de plus de 9 ans, la mortalité elle est nettement élevée, augmentée chez les enfants les plus âgés. La même chose pour cette étude américaine multicentrique qui a inclus 3319 patients entre 2001 et 2014, qui a montré que l'âge idéal pour faire donc le fantôme, c'est entre 2 ans et 3 ans. Donc, j'étais obligée de voir un petit peu ce qui se passe dans la littérature ancienne parce que à cette époque-là, on voyait encore plus des patients d'un âge avancé. Une recherche donc de la littérature dans ce sens-là n'a pas été avare. J'ai trouvé beaucoup d'études, mais l'inconvénient de ces études, c'est qu'elles concernaient des techniques chirurgicales qui se font pas actuellement, comme la dérivation atrioventriculaire. Et de l'autre côté, ils ne s'acharnaient pas sur les facteurs prédictifs de mortalité ou bien de chèque de la chirurgie chez cette catégorie de patients. Ils se concentraient sur la qualité de vie, sur la performance à l'effort chez ces patients. Ils ont comparé deux techniques chirurgicales différentes. Ils ont évalué la mortalité post-opératoire à moyen terme. Ils ont cherché les complications. De l'autre côté, ces séries, ou la majorité de ces séries, ils étaient réalisés sur une durée qui est plus ou moins courte et ils utilisaient des techniques chirurgicales différentes. Et troisième point, c'est qu'ils comparaient pas ou rarement les résultats avec l'enfant. Donc, il y a peu d'études qui se sont acharnées sur les résultats post-opératoires ou bien les facteurs liés à l'échec de la chirurgie chez les patients qui ont opéré tardivement. Mais malgré ça, je vous ai rapporté quelques séries, comme celle donc, de Bucard qui est publiée quand même en 2003 et qui a montré paradoxalement des résultats qui sont identiques à ceux de l'enfant. Mais ce qui est important dans cette série, c'est que les facteurs selon cette série prédictifs de la mortalité, c'est l'âge supérieur à 30 ans et puis la pression artérielle pulmonaire qui est élevée.
Cette deuxième étude, qui est publiée en 1977, elle a aussi montré des résultats spectaculaires et si j'ose dire, il dépassait les résultats donc de chez, vus chez l'enfant. Mais si l'on voit le fond donc de l'étude, on va trouver que la population utilisée dans cette série, elle a inclus des patients donc, qui sont assez âgés et 30% de patients donc, ils n'ont jamais été opérés, donc cliniquement ils avaient une cardiopathie qui est très bien tolérée. La classe fonctionnelle, en moyenne, elle était donc de 2 et 75% avaient une morphologie ventriculaire gauche. Donc, pourquoi j'ai présenté cette série? Ça va nous donner des éléments de bons pronostics chez les patients opérés tardivement. Et le dernier point, c'est que cette série elle a inclus des enfants qui ont, ou bien des adultes, pardon, qui ont des ventricules uniques anatomiquement bien équilibrés. Et c'est le cas de notre jeune homme Yahya, c'est-à-dire quand il y a deux ventricules qui sont bien développés avec parfois une CIV qui est très large, qui contre-indique le geste chirurgical. Les dernières séries qui ont utilisé la dérivation, qui ont évalué les résultats donc, de la dérivation cavo-pulmonaire, ils ont mis en évidence comme critères donc, de mortalité l'arythmie, le temps de clompage, l'âge et la survenue d'entéropathie exudative chez ces patients. La dernière étude, pour ne pas être trop lourde, je trouve que c'est une étude qui est très intéressante. En fait, c'est un sujet de thèse qui est réalisé au CHU de Lyon et qui inclut 203 patients. Cette étude, il a divisé les patients en trois catégories, moins de 3 ans, 3 à 6 ans, de 6 ans à 18 ans et supérieur à 18 ans. Et c'est pratiquement la seule étude européenne qui a évalué, il a cherché pardon, les facteurs prédictifs de la mortalité chez ces patients. Et parmi ces résultats, on a noté que l'absence donc de l'insuffisance cardiaque, elle était liée au jeune âge et l'on est de même pour l'entéropathie exudative. Donc autrement dit, plus l'âge avance, plus l'enfant est ou bien le jeune homme est prédisposé à la mortalité, que ce soit précoce ou bien tardif. Donc à l'issue de cette étude, en plus donc de la dysfonction ventriculaire ou bien de l'insuffisance cardiaque, elle a noté que l'arythmie aussi, la dysfonction VG, l'épanchement pleural et péricardique sont des éléments qui sont prédictifs de la mortalité chez ces enfants. Donc, à travers ces études, il y a des recommandations qui ont été établies. Heureusement, parce que c'est pratiquement la seule recommandation qui a consacré un chapitre pour la prise en charge des patients adultes et qui ne sont pas opérés. Donc, c'est les recommandations de l'European Society of Cardiology publiées en 2009 et qui a recommandé aux adultes non opérés ou qui ont des ventricules uniques non paliers de faire l'objet d'une évaluation minutieuse dans un centre spécialisé et avec de l'imagerie multimodale, avec un bilan invasif qui va permettre de décider est-ce que ce jeune homme peut bénéficier d'une intervention chirurgicale ou non. Et ils ont consacré la possibilité de la chirurgie pour un groupe vraiment limité de patients, ces patients qui sont cyanosés, symptomatiques, bien sélectionnés, après évaluation des résistances vasculaires pulmonaires, après évaluation adéquate des valves auriculo-ventriculaires et après avoir évalué la fonction ventriculaire. Cette évaluation ne doit pas être limitée à l'échocardiographie, mais aussi à l'IRM cardiaque pour évaluer l'anatomie extracardiaque avec les connexions véno-auriculaires et ventriculo-artérielles, pour voir la morphologie intracardiaque, mais aussi pour quantifier les volumes ventriculaires à côté donc de la fraction d'éjection. Bien évidemment, un cathétérisme cardiaque il est obligatoire pour évaluer la pression artérielle pulmonaire, les résistances, évaluer les chaînes systémiques et les séquelles, donc bien évidemment, du glen et ainsi les fistules et les collatéralités artério-veineuses. Donc, les points qu'on peut retenir de cette présentation, donc les patients qui sont retenus pour le Fanton à l'âge adulte, ce sont les patients qui ont une résistance pulmonaire basse avec une pression artérielle pulmonaire moyenne inférieure à 15 mm de mercure, une fonction ventriculaire vraiment conservée, bien sûr une taille de l'artère pulmonaire adéquate et absence de régurgitation sur la valve auriculo-ventriculaire et enfin un rythme sinusal qui est conservé.
Donc, je reviens à mon patient Yahya. Qu'est-ce qu'il a comme paramètres en faveur du fontan? D'abord, la classe fonctionnelle, la saturation qui est correcte par rapport à ce qu'il a comme cardiopathie aux alentours de 85, l'absence de fuite auriculo-ventriculaire, la fonction ventriculaire gauche ALTT qui est entre parenthèses conservée, mais je ne manquerai pas l'occasion de poser la question à nos éminents experts pour nous dire la place donc, des autres paramètres d'évaluation comme le STRIN avec un septum qui est pratiquement inexistant, l'apport de Simpson, les autres paramètres d'évaluation de la fonction systolique dans ces situations. Je ne voulais pas les présenter parce qu'il y a vraiment une partie donc, de muscle cardiaque qui est tronquée, ce qui va fausser les résultats de l'interprétation. Et donc, je poursuis. Comme élément en faveur du fontan, la forme anatomique de sa cardiopathie avec deux ventricules qui sont bien développés et équilibrés, et les résistances pulmonaires basses à la suite du cathé qu'on a vu, qu'on a fait en 2015. Les éléments contre, c'est son âge, il a quand même 23 ans. L'apport des paramètres de l'ETT qu'il faut compléter par la suite et comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'attends la réponse. La dysfonction ventriculaire, est-ce qu'il faut compléter, c'est-à-dire comme je l'ai dit, donc il faut compléter par l'IRM et pourquoi pas le TO du moment qu'il n'avait pas une bonne échogénicité et le cathétérisme cardiaque à la fin. Donc, c'est tout ce que j'ai pu avoir comme évaluation de la fonction ventriculaire, juste le visuel, pas plus. Donc, en conclusion, probablement ce n'est pas trop tard pour Yahya, mais le message que je veux transmettre, il ne faut pas surtout considérer tout adulte comme Yahya et anticiper sur le fontan. Il faut faire vraiment un bilan exhaustif. Il ne faut pas hésiter à demander d'autres bilans, notamment l'IRM qu'on n'a pas la main facile à le demander ici au Maroc. Demander d'autres avis avec des staffs multidisciplinaires avant de décider et je vous remercie.